est-ce que vous avez vu Sinners? Mélange de films de gangsters et de vampires dans les États-Unis sudistes des années 30, succès au box-office et renouveau du genre horreur. Eh bien, est-ce que vous saviez que son réalisateur a été inspiré par DreamWorks pour créer son méchant? Si vous vous souvenez de son aura menaçante, presque surnaturelle, et des scènes où il est dans la nuit, avec juste ses yeux qui brillent, vous voyez déjà de qui on parle. Sinon, sifflez un petit peu en attendant et on y reviendra. Quand on pense aux méchants iconiques de Disney ou à ceux à l'écriture complexe de Pixar, on a tendance à un peu oublier ceux de DreamWorks, la troisième roue du carrosse. Même nous, on les traite après seulement ces deux autres concurrents. Mais vous nous l'avez réclamé sous la vidéo de Pixar et comme on s'en voulait d'avoir tiré sur les pires films du studio, on rétablit l'équilibre dans la force. Parce que DreamWorks a aussi ses méchants, des menaçants, des tragiques, des profonds, des qui nous ont marqués. On vous parle des meilleurs des meilleurs. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Miley, ça va? Bon, en vrai, pas trop, j'ai un peu passé la nuit sur LoL à jouer avec Saito en fait. Ah mais fais comme moi, quand je dois rester tard pour préparer mes decks Yu-Gi-Oh, j'ai toujours ma gourde Oli. Je prends des sachets que je mets dans l'eau, je mélange et voilà. Là je suis sur leur gamme énergie et c'est trop cool. Pas de sucre ajouté, pas de taurine, que des arômes et des colorants naturels. Avec de la caféine micro-encapsulée pour maximiser tes pics et limiter tes crashs. Ah mais je me suis jamais senti aussi en forme. Saito, on repart sur 8 games. Oui bon, doucement, avec modération et seulement si t'as plus de 16 ans. Mais oui, Oli c'est plus écologique et plus sain que des sodas normaux. Ah, c'est bon, elle a fini? Ah, c'était super. Ah ok, t'as peut-être un peu forcé. Et c'est leur gamme hydration, à base d'eau de coco, de baie de goji et riche en électrolytes. Pour après le sport, y a rien de plus rafraîchissant. Si tu veux te faire plaisir, regarde aussi la gamme Iced Tea, plein de saveurs différentes, toujours sans sucre ajouté et remplie de vitamines et d'antioxydants. Encore mieux, leur nouvelle gamme Milkshake, pour moins de 70 kcal, tu le mélanges avec du lait pour une saveur intense. Ah, et en plus, Oli a des packs découvertes, des box d'échantillons avec plein de saveurs différentes pour trouver celle que t'aimes. Tiens, prends du framboise yuzu, ça va te réveiller. En plus, Trash vous offre un bonus spécial, 5€ de réduction sur votre première commande et 10% sur les autres. Alors n'attendez plus, foncez, le lien de leur produit est en description. Le meilleur méchant de dragon n'existe pas. Non mais désolé, à chaque fois je trouve ça ridicule. Le gars il a un design badass qui inspire la peur et là d'un coup... Même le dragon, il est gêné, c'est devenu un même péton méchant ridicule. Le cri, c'est celui de l'acteur qui s'échauffe la voix. C'était pas prévu, mais le réal l'a gardé. Ça rajoute à Drago Point Sanglant un côté imprévisible et ça renforce son image de brute épaisse. Oui, mais c'est tout ce qu'il est. Une brute, un des antagonistes avec le moins de saveur, alors que les créateurs de la saga Dragon détestent les méchants lisses, juste très méchants. Ils préfèrent ceux avec qui on peut avoir un peu d'empathie. Et si on regarde ses plans pour le deuxième opus, on comprend mieux. À la base, le méchant c'était pas Drago, mais la mère d'Harold, la femme qui a abandonné mari et enfant après avoir été enlevée par les dragons. C'est la girl, t'es une icône. Avec son armure et sa première apparition, elle a trop la classe. Comme dans le film, elle retrouvait son fils après avoir été séparée pendant des années, mais elle devait être plus radicale. On ne peut pas faire confiance aux humains et il faut protéger à tout prix les dragons d'eux. Drago menaçant d'arriver, elle affrontait Harold pour libérer les dragons de Burke et les mettre en lieu sûr. Vaincue, elle serait revenue dans la suite, en alliée cette fois. Honnêtement, ça vend du rêve. Un méchant fort, un combat idéologique mais aussi émotionnel. Mais selon le créateur, peut-être un peu trop dur pour un film avec une audience jeunesse. Dommage qu'il soit pas allé jusqu'au bout, ça aurait été un super parallèle avec le conflit entre Harold et son père dans le premier film. Et ça aurait peut-être évité de faire d'elle un simple perso support dans la suite. C'est pas la seule à avoir subi des réécritures, Drago a aussi beaucoup changé. Après avoir été catapulté comme unique méchant du 2, il devait revenir dans la suite et même avoir une rédemption. Échoué sur une île, pour s'en sortir, il aurait dû faire équipe avec un dragon et développer un lien avec, l'amenant à changer de point de vue. Il arrivait pour la bataille finale et se rangeait du côté des héros. Mais ça a été abandonné. Le cœur du troisième film et de toute la franchise, c'est la relation Harold Croque-Mou. L'arc de rédemption de Drago aurait détourné l'attention d'eux. Oui, et du vrai méchant du dernier film, Grimmel. Plus intéressant que Drago, il est ce que Harold aurait pu devenir s'il avait tué Croque-Mou dans le premier film. Ça se sent dans ses premiers designs où il fait plus jeune, plus proche peut-être de l'âge d'Harold. Et c'est moi où il ressemble à Baelish dans Game of Thrones, putain. Pardon, je reprends. Cruel et sadique, Grimmel est un chasseur redoutable qui utilise sa connaissance sur les dragons pour les traquer. Il représente une telle menace que Harold est forcé de quitter son village natal pour lui échapper, et à la fin du film, de carrément laisser partir son ami pour le protéger. Il y a
Attendez quoi? Ouais, le méchant du premier film? Oui bah, il est cool quoi. Une force de la nature, il fout les pétoches, le seul dragon antagoniste de la trilogie, le combat final est épique. Ah non mais vraiment y a rien à dire hein. Dragon 1 est un super film, même un très bon film, et de toute façon c'est une super saga, et c'est la meilleure de DreamWorks, voilà j'ai rien d'autre à dire, allez suivant. Quel est le meilleur méchant de Kung Fu Panda? Alors on va poser les bases tout de suite. Après le 2, y a rien. À la limite, on peut considérer le troisième opus, mais en termes de méchants, y a pas de débat. Les fans s'affrontent entre les partisans de Tai Lung, le méchant du premier, et ceux de Seigneur Shen, celui du deuxième. Pas facile à départager. Les deux sont solides, ils sont assez différents en plus. D'un côté, Tai Lung, panthère des neiges, combattant redoutable, une maîtrise du kung-fu brutale. Toutes ces scènes de combat sont impressionnantes, il s'évade de prison, affronte 5 guerriers à lui tout seul et surpasse son ancien maître. Une menace inarrêtable, enfin, sauf pour la bedaine de peau, le héros. De l'autre côté, Shen ne peut pas égaler son niveau de kung-fu. Même s'il se bastonne un peu, son style de combat est inspiré d'un vrai art martial, dont les mouvements collent bien au fait que ce soit un pan. Une galère à animer, aussi compliquée que si c'était 6 personnages différents. Ses plumes, sa robe, ses armes, du coup, il utilise plus la technologie, notamment des canons. Ils ont quand même des points communs. Tous deux ont perpétré des massacres à cause d'une destinée, refusée pour Tai Lung et prédite pour Shen. Et cet acte amène leur figure parentale à les exiler. Ils reviennent donc assouvir leur vengeance. Mais Tai Lung n'a que peu d'interactions avec Po. Leur combat n'a pas vraiment de suspense, voire il est assez comique contrairement au ton de ses autres affrontements. C'est plus l'occasion pour Po de montrer tout ce qu'il a appris et de prouver sa valeur. Or, ces leçons, il ne les tient pas de sa confrontation avec Tai Lung. C'est la première fois qu'ils se parlent. C'est plus une épreuve, une sorte de dernier test. Il n'y a pas d'opposition idéologique ou personnelle entre eux. A l'inverse, son combat contre Shen a une dimension émotionnelle très forte. Comme une prophétie disait qu'il serait vaincu par un guerrier noir et blanc, il a massacré tous les pandas. Ce trauma laisse des traces. Po est paralysé devant les plumes de Shen qui lui rappellent la nuit où sa mère l'a abandonné pour le sauver. Une bonne référence aux pans dans la vraie vie qui utilisent leur plumage pour intimider leur adversaire. Shen brise Po psychologiquement et le force à apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi à surmonter une blessure intérieure. Tai Lung ne met jamais autant Po au pied du mur, c'est vrai, mais il le fait avec un autre perso, son maître et père adoptif, Shifu. Ce dernier a nourri sa soif de pouvoir et son ambition. Quand tout ça lui a été refusé, non seulement il ne l'a pas soutenu, mais il a aussi été incapable de l'arrêter. Lorsque Shifu se retrouve face à Tai Lung, leur combat est chargé en émotions. Or, sa leçon n'est pas de le vaincre, mais de reconnaître son erreur. En demandant pardon à son ancien élève, mais aussi en formant Po, en changeant sa façon d'enseigner pour ne pas lui imposer la même exigence et rigidité, c'est Shifu qui a la conclusion émotionnelle de Kung Fu Panda 1, pas Po. Mais Tai Lung, c'est aussi le méchant de Tigresse. Il est tout ce qu'elle voudrait être, guerrière accomplie, Shifu ne l'a jamais aimé comme son premier élève. Arrogante, persuadée que Po n'est pas à la hauteur, elle se croit capable d'affronter Tai Lung, sauf qu'elle perd. Cette leçon d'humilité apaise sa rancœur vis-à-vis de Po et elle devient une de ses plus fidèles amies pour le reste de la franchise. Elle et Shifu font ce que Tai Lung est incapable de faire, se remettre en question, même quand enfin il obtient le rouleau du dragon et que celui-ci est vide. Le Seigneur Shen a une fin similaire. Là où Po trouve la paix intérieure avec son passé, lui la refuse. Il se laisse emporter par sa colère et meurt, écrasé par son propre canon. Sur internet, des théories disent qu'il cause volontairement sa propre mort. Sur son dernier plan, il ferme les yeux comme s'il accueillait son destin. Il semble presque résigné, voire en paix. Et après, ils ont tout gâché avec le 4 où les deux reviennent pour du fanservice. Shen ne dit pas un mot parce qu'il a été ajouté à la dernière minute, Tai Lung n'est que l'ombre de lui-même et n'a même pas une interaction avec Shifu et de toute façon, je vois même pas pourquoi est-ce qu'on parle d'un film qui n'existe pas. Megamind a le méchant le plus crédible de tout DreamWorks. Un succès timide à sa sortie, 321 millions au box-office, loin derrière le premier opus de Dragon ou de Moi Moche et Méchant avec qui il partage des points communs. Megamind, c'est un film de super-héros qui tord les clichés. On est du point de vue du méchant, extraterrestre ayant grandi dans une prison, véritable génie du mal avec ses inventions. Son rival est un simili Superman qui finit par renoncer à ses responsabilités pour devenir chanteur. Roxanne, la love interest, a tellement été kidnappée par le méchant qu'elle est capable d'anticiper ses plans, et il y a Hal, le caméraman de Roxanne, très clairement obsédé par elle. Sauf que Roxanne, ça ne l'intéresse pas, mais elle reste polie pour pas blesser ses sentiments. Et Hal, il capte rien. Pour lui, si elle veut pas être avec lui, c'est parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Elle se fait tout le temps sauver, elle doit kiffer les super-héros. Mais lui, il la connaît, il bosse avec elle, elle tomberait forcément amoureuse de lui s'il avait des super pouvoirs.
pouvoir. Et un jour, ça arrive. Alors, c'était un accident. Megaman cherchait quelqu'un pour prendre la relève parce qu'il s'ennuie et c'est tombé sur lui. Le voilà nouveau héros de la ville, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est Roxanne. Une subversion maligne du cliché du héros qui doit renoncer à sa vie amoureuse comme Spider-Man. Mais quand tu deviens adulte, tu te rends compte d'autre chose. Hal, c'est une illustration du syndrome nice guy, un mec qui pense que les femmes doivent l'aimer parce qu'il est gentil avec elles. Oh, je te donne des fleurs, je te sauve, ah, je suis fort, aime-moi. Mais Roxanne le rejette, et là, Hal vrille. Sa gentillesse et son héroïsme n'étaient pas désintéressés. Son seul but, c'était de séduire la fille. Il ne supporte pas qu'elle soit pas d'accord, il prend la mouche et il la kidnappe pour lui faire payer. Toxique sur 20, en plus de renier la règle numéro 1 de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il est mort, Ben, pour te le dire. Aujourd'hui, de plus en plus de fans recommandent le film, notamment pour sa finesse d'écriture. Et l'analyse de Hal est souvent un argument. Il illustre un comportement et une masculinité toxique qui a de plus en plus été dénoncé ces derniers temps. Preuve du génie d'un film sorti en 2010. Perso, je trouve que les années s'arrêtent un peu vite. Dans l'histoire, Megaman a aussi sa responsabilité. Il a menti à Hal, il l'a changé pour son intérêt personnel et l'a manipulé en lui faisant croire qu'il était son papa des étoiles. D'ailleurs, bon clin d'œil à Marlon Brando dans Superman. Et il le nargue en disant que c'est lui que Roxanne préfère. Et là, Hal pète complètement un boulon. Ce qui est un bon comportement toxique d'ailleurs. Mais il y a une différence. Megaman se rachète, il répare son erreur, il gagne contre Hal, lui retire ses pouvoirs et devient le héros de la ville. Le film, c'est l'histoire de la rédemption d'un perso qui, jeune, a été rejeté par la société et fait le choix de la méchanceté. Mais dès qu'il a la possibilité de faire un choix différent grâce à sa relation avec Roxanne, il le fait. Ce n'est pas dans sa nature d'être le vilain ou le héros, c'est à lui de prendre la décision. Hal, lui, en prend une autre. Megaman, parce qu'il est le focus du film, est peut-être le méchant le plus réaliste de DreamWorks. Et le plus jouissif, parce que même si au fond ça le rend malheureux, il excelle en tant que super vilain. Les machines, son sidekick, le costume, le fait qu'il soit doublé par Cadmerade, sa méchanceté lui incombe un sens de la mise en scène. Et ça aussi c'est important pour un bon antagoniste, être fun à regarder. Le film est brillant parce qu'il a prédit l'évolution du cinéma de super-héros dans la décennie des 2010. La déconstruction des héros en présentant des versions plus sombres, plus réalistes, et en face l'humanisation des antagonistes avec notamment des films sur des méchants qui se sont multipliés. On a brouillé les pistes et complexifié un genre considéré comme trop lisse, trop cliché. Superman de James Gunn a bouleversé ça en proposant un retour au plaisir jouissif d'un héros très héroïque, mais surtout d'un méchant qu'on adore détester. Et devinez qui est revenu dans le top 10 des films les plus regardés cet été sur le Netflix américain? Megamind. La mort dans un film pour enfants. Et attendez, vous avez vu, la vidéo DreamWorks est quasiment finie et on n'a pas parlé une seule fois de Shrek. Pourtant, des méchants de ouf, la saga en a, et tous sont des clichés pervertis des contes de fées. Farquaad, le seigneur qui ne sauve pas la princesse et veut juste l'épouser pour devenir roi, Marraine la bonne fée, machiavélique et qui utilise ses pouvoirs que pour servir ses intérêts, Prince charmant qui n'est qu'un fils à maman, et Tracassin qui passe pas loin de gagner la partie en entier. Tous menaçants et toujours avec une petite pointe d'humour qui les rend iconiques. Mais on arrête la mascarade, vous savez de qui on va parler. C'est le méchant qui a balayé tous les autres. Et oui, il vient de la franchise, mais d'un spin-off, Le Chapeauté 2. Un succès monstrueux, top 10 du box-office 2022, tout le monde en a parlé pour son animation, mais aussi pour son antagoniste. Présenté comme le grand méchant loup, chasseur de primes à la poursuite du héros. C'est lui qui a inspiré le réalisateur de Sinners, et en vrai, on comprend, ce truc filerait des cauchemars à n'importe qui. Mais peut-être qu'il est plus que juste un méchant. Genre une inspiration du western et des films de Kurosawa peut-être? Oui, sa tenue est hyper classe. Un long manteau avec une capuche qui dissimule ses yeux, mais ça vous fait pas penser à Clint Eastwood et son poncho dans Pour une poignée de dollars? Vous croyez qu'on va chercher un peu loin, mais pas du tout. Les créateurs ont revendiqué ces références. Le sifflement du loup, rappel de l'importance de la musique dans les westerns, notamment l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Et même sa dernière entrée dans le combat final où il arrive comme un boss, c'est inspiré de Yojimbo de Kurosawa. Bref, les créateurs ont tout fait pour donner à ce perso une aura écrasante et très référencée. Oui, et surtout, c'est pas n'importe quel chasseur, il est la mort. Et c'est pas une métaphore, c'est vraiment la mort venue chercher la 9ème vie de Poté. Déjà que le perso était terrifiant, sa taille gigantesque, ses deux faucilles, sa voix, ses yeux rouges, même son introduction, jusque-là t'étais dans un film d'animation fun, ça se bat, ça chante, c'est coloré, et là, plus rien. Boum.
Il débarque tout droit sorti de tes peurs d'enfant. Tout devient sombre et il fait saigner Poté. C'est tellement rare dans ce genre de film de voir du sang. Tu comprends tout de suite qu'il n'est pas là pour rigoler. Contrairement aux autres méchants du film, c'est pas ton antagoniste classique de Shrek. Et en effet, c'est la grande faucheuse en personne. Et ce twist, en plus d'être brillant, il était devant nous depuis le début. Pourquoi un loup? Vous pensez peut-être à Anubis, dieu funéraire égyptien avec une tête de canidé, mais le loup c'est aussi un symbole de la mort dans les cultures d'Amérique latine et d'Espagne, ce qui rappelle le contexte du film. Un grand chien noir, souvent associé à l'incarnation du diable, un dieu, sorte de loup-garou dans la mythologie des peuples guaranis. Le fait qu'il siffle fait même penser à un homme squelette du folklore de Colombie et du Venezuela. Le loup, c'est un méchant comme on en voit rarement, bourré de rêves et d'inspiration qui transforme sa thématique et son message, lui donne de l'allure et l'enracine profondément dans notre imaginaire. C'est presque pas un méchant, plus une force surnaturelle, neutre, inarrêtable, l'incarnation de la mort qui vient remettre le héros dans le droit chemin. On ne peut pas négocier avec elle, on ne peut pas lui échapper, on ne peut pas la vaincre. On ne peut qu'accepter son jugement et vivre notre vie jusqu'au jour où elle reviendra nous chercher en sifflant. Dans cette vidéo, la majorité des méchants cités viennent de franchises, et on n'est même pas allé voir du côté des séries d'animation parce qu'il y a aussi quelques concurrents. Impossible de parler des vrais méchants exceptionnels, d'autant que les listes sur internet citent toujours les mêmes. Surtout depuis l'apparition de la mort du Chapeauté 2 qui a plié le game, bon courage pour faire mieux. Pourtant, il existe des méchants oubliés tout aussi mémorables, et par oubliés, je veux surtout dire qu'ils n'ont pas reçu ni la même attention ni le même effort analytique de la part du fandom. On l'avait promis dans notre précédente vidéo, on va parler d'Eris. Et en vrai, dans tout ce qu'on a dit sur le loup, je vois des similitudes. Déesse de la discorde avec une animation incroyable, elle change constamment de forme avec ses cheveux mélange de ténèbres et de fumée. La scène où elle dérobe le livre est juste magistrale, et son introduction où elle réveille les constellations et caresse la terre d'un air nonchalant en réfléchissant à son plan donne des idées de puissance. Pourtant, malgré son pouvoir et son aura menaçante, elle est régie par un code moral. Elle propose au héros un défi qui pointe son plus gros défaut. Mais si ce dernier apprend sa leçon et se prouve meilleur qu'elle ne le pensait, elle renonce et elle tient sa promesse. Les premiers films du studio ont des méchants incroyables, mais dont on ne se souvient pas forcément. Prends celui de Spirit, le colonel. Comme Drago ou Grimmel dans Dragon, c'est une brute, une menace contre la nature et le lien qui unit les humains à leur monture, ici les chevaux. Mais c'est aussi l'un des rares méchants à reconnaître sa défaite. À la fin, il renonce à poursuivre les héros et les laisse savourer leur liberté. Alors on n'est pas non plus sur une rédemption, surtout vu le contexte historique. Le perso serait d'ailleurs inspiré d'un vrai lieutenant-colonel de la cavalerie de l'époque. Lui et ses hommes n'ont donc pas renoncé ni à la conquête de l'Ouest, ni à la guerre avec les autochtones. Mais là aussi, ce qui compte, c'est le lien entre les deux héros. Alors moi je vois aussi des liens entre les deux méchants de Kung Fu Panda et Ramsès dans Le Prince d'Égypte. Pendant longtemps, c'était lui, le meilleur méchant de DreamWorks, probablement l'antagoniste ayant commis le plus d'actes ignobles. Tyran poursuivant la politique génocidaire et esclavagiste de son père, refusant une destinée qui lui a été prédite, être le maillon faible de sa prestigieuse dynastie. Mais sa peur causera sa propre chute. Pourtant, c'est aussi l'un des méchants pour qui on a le plus d'empathie, parce que pendant la toute première moitié du film, c'est une figure positive, surtout dans son lien fraternel avec Moïse qui se brise à l'âge adulte. Un méchant à la hauteur du drame épique qu'est le prince d'Égypte. Et il y a aussi des méchants qui sont des purs plaisirs à regarder. Pour la vidéo, on a revu des passages de Madagascar 3, et la capitaine Chantal Dubois, elle me fait hurler de rire. Y a rien de ouf à dire sur elle, c'est juste une méchante cartoonesque, on dirait un peu un Terminator, mais c'est peut-être l'antagoniste le plus drôle de tout DreamWorks. Elle m'a un peu rappelé Madame Tweedy dans Chicken Run, qui elle se partage le titre de la plus flippante avec le loup. Comme le film est une parodie du chef-d'œuvre La Grande Évasion, le poulailler a des airs de camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale, les bottes de Madame Tweedy, les gants et le côté tyrannique renvoient à des vraies figures terrifiantes de notre histoire. DreamWorks a toujours eu de bons méchants, certains mieux cachés que d'autres, mais tous nous rappellent qu'une fois de plus, le studio mérite sa place au panthéon des plus grands de l'animation.